L'excentrique président argentin Javier Milei savoure sa victoire. Son parti l'emporte aux législatives partielles avec près de 41% des voix. Aujourd'hui a clairement été une journée historique pour l'Argentine. Nous voulons être un pays qui se développe et devienne l'Argentine que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Nous voulons rendre à l'Argentine sa grandeur. Javier Milei, ou l'homme à la tronçonneuse qui promettait pendant sa campagne électorale de faire des coupes dans les budgets à la manière forte. Une thérapie de choc, comme il dit, qui s'est concrétisée par des réductions massives dans les dépenses publiques. Santé, retraite, éducation en font les frais. Les subventions au transport et à l'énergie aussi ont été sabrées. Le peso argentin a de son côté été dévalué de 50%. Résultat, 2 ans plus tard, une inflation annuelle passée de près de 300% à 32%, mais aussi plus de 200 000 pertes d'emplois. Un ultralibéralisme que certains Argentins semblent soutenir. J'ai fait la fête hier soir. Avec le temps, ce gouvernement va réussir à faire des choses incroyables. Un président soutenu aussi et surtout par la première puissance mondiale. Donald Trump avait promis une aide de 40 milliards de dollars à l'Argentine en cas de victoire de Javier Milei, allant jusqu'à faire campagne ouvertement pour lui, menace à l'appui. I'm with this man because his philosophy is correct. And if he wins, we're staying with him, and if he doesn't win, we're gone. Alors, comment expliquer cette victoire dans les urnes pour Javier Milei? Alors que l'abstention la plus haute depuis la fin de la dictature a aussi marqué ce scrutin, peut-on vraiment dire que Javier Milei a le soutien de son peuple? S'agit-il d'un vote d'adhésion des Argentins ou d'une réponse aux menaces de Donald Trump? Alors, nos 3 experts commentateurs pour ces 2 débats. Philippe Magnière, essayiste, président cofondateur de VAEE Solis Communication. Dernier essai, je le rappelle, Le pangolin et l'ISF, l'impôt sur la fortune. Comment le monde d'après nous rend tous fous. C'était paru à l'Observatoire. Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr. Votre essai, Cette Amérique qui nous déteste, paraît demain aux éditions Nevikata. Et Aïché Goulsert, bonsoir. Vous êtes journaliste turco-américaine et professeur à l'école de journalisme de Sciences Po. Alors, à propos de ce résultat aux législatives de mi-mandat, qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord que la propagande, ça marche, parce qu'il y a eu une propagande massive du camp Milei, avec des réseaux sociaux qui étaient complètement, qui le soutenaient, et par ailleurs un personnage qui a su incarner une forme de rupture dans un pays qui adore ça. Ne l'oublions pas, l'Argentine, c'est un pays qui adore les grands écarts. D'une manière générale, c'est le pays de Juan Perón, c'était avant le pays de Kirchner, le populiste Kirchner, et donc il s'est intégré dans cette dynamique politique, avec en plus la carte Trump, ça a été dit, mais je crois que le personnage Milei, il a imprimé, et une partie des Argentins, finalement, lui donne sa chance. Philippe Magnière, pour vous, c'est un blanc-seing à ces réformes, ou il faut être un peu plus mesuré? Non, je pense que c'est un blanc-seing à ces réformes, parce que moi je souscris à tout ce que vient de dire Richard, mais ça pouvait expliquer l'élection de Milei au départ. Là maintenant, je pense qu'il faut être un peu existentialiste, on peut le juger sur pièce. Il a fait un certain nombre de choses qui ont été très polémiques, qui ont été jugées très durement ici et là, et qui manifestement plaisent plutôt aux Argentins. Alors je voudrais d'ailleurs revenir un petit peu sur ce qui a été dit dans le reportage. On voyait des emplois, il y a eu des destructions d'emplois, oui bien sûr, mais on voyait des gens qui dormaient dehors. 200 000, c'est certes beaucoup, mais enfin, il faut voir le bilan total. On voyait des gens qui dormaient dehors. C'est intéressant, le taux de pauvreté avait augmenté pendant les 6 premiers mois du règne de Milei, si je puis dire. Et depuis, il est redescendu en dessous de là où il était précédemment. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je veux dire que vous êtes argentin, vous savez ce qu'ont fait les régimes qui se sont succédés préalablement, qui en gros étaient tous d'obédience péroniste. Vous vous retrouvez avec une inflation épouvantable, un taux de chômage déjà très élevé. Bon, ils ont été tentés de voter pour lui, on peut le comprendre un peu sur le mode que vous indiquiez, Richard, mais depuis, ils ont vu ce qu'il a fait et ils lui redonnent un blanc-seing. En ce sens, c'est un blanc-seing. Il n'a pas la majorité. Non, il n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité, mais il est beaucoup mieux politiquement qu'il l'était avant. Donc jusqu'à maintenant, il pouvait faire qu'une partie de son programme. Il va certainement le dérouler plus pour le meilleur et pour le pire. C'est quoi? C'est une validation de ce qu'il est, de sa personne, de son style, ou c'était d'abord un rejet de ses opposants? Non, moi j'ai une lecture complètement différente de ce qui vient d'être dite. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas que c'est ce qui plaît aux Argentins. C'est les mots que vous avez utilisés. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis le début des années 80,
80, donc depuis que l'Argentine a été une démocratie, c'est le taux de participation la plus basse. C'est-à-dire qu'il y a énormément quand même de personnes qui ne sont pas allées aux urnes, qui sont mécontents. 68% des gens sont allés voter. Tout à fait. Et le vote est obligatoire. C'est quand même la plus basse depuis les années 80. Vous voulez dire qu'il y a une désillusion ? Oui, mais de tous les politiques, premièrement. Deuxièmement, après, il y a un sugar daddy qui s'appelle Donald Trump. Un papa en sucre. Un papa en sucre, c'est-à-dire un homme de l'autre côté qui a dit attention, parce que nous serons très, très généreux avec vous si vous votez pour Milei, mais pas du tout généreux si vous ne le faites pas. Moi, ça m'a fait vraiment rappeler quand Elon Musk, quelques jours avant les élections aux États-Unis, a donné chaque jour un chèque de $1 million à celui qui voterait en un sens pour Donald Trump. Donc on voit que maintenant, il y a presque une ingérence, je pense, de la part des individuels riches ou bien de la part d'autres politiques afin de pouvoir faire passer leur bonhomme au pouvoir. Alors justement, ce que vous parlez de Donald Trump, il est le premier soutien de Milei et il revendique une part de sa victoire. Écoutez le président américain. When in Argentina, I want to congratulate the victor, and he was a big victor, and he had a lot of help from us. He had a lot of help. I gave him an endorsement, a very strong endorsement. We focus very much on South America, and we're getting a real strong handle on South America in a lot of ways. Ingérence décomplexée, Richard Verly? Oui, une ingérence qui s'inscrit dans une politique absolument affirmée de Donald Trump de faire du continent latino-américain, du sud de l'Amérique, en quelque sorte sa zone d'influence. C'est lui le patron du continent américain. Il le fait savoir. Et tous ceux qui s'opposent à lui d'une manière ou d'une autre, Maduro au Venezuela, Colombie, le Colombien Petro, Lula. Ouais. Alors le Brésil, Lula c'est un très gros morceau, donc il est obligé de s'y prendre avec quand même plus d'égards que pour des pays plus petits. Mais il est clair que ce qu'il veut, c'est même pas une Pax Americana, c'est la Pax Trumpina. Et c'est transactionnel. Il y a eu 40 milliards de dollars, Philippe Manière, qui ont été promis par les Américains, enfin par Donald Trump. On ne peut pas nier que ça ait joué un rôle dans l'élection. Cela dit, je ne voudrais quand même pas qu'on dise que l'Argentine est comparable aux autres pays. Vous avez cité tout à l'heure le Venezuela. Enfin, pardon, l'Argentine, c'est une démocratie où on peut voter. Comme vous le disiez vous-même, c'est même obligatoire. C'est un des rares pays complètement libres d'Amérique latine. Et au surplus, les libertés publiques, ils sont respectées. Au Venezuela, je vous fiche mon billet si vous n'allez pas en tôle, si vous dites du mal de la direction. En Argentine, non. En Argentine, c'est un pays où le débat public est libre. C'est une démocratie. Oui, je dis simplement, on évoquait tout à l'heure le Venezuela. On ne peut pas comparer. Maduro, c'est un dictateur. Milei, il a été élu et revalidé par les urnes. Votre voisin évoquait les ingérences américaines. Non, mais ça, c'est incontestable. L'Amérique, mais là encore, je suis contre cette ingérence que je trouve assez choquante, évidemment. C'est pas tout à fait la même chose que de débarquer avec des militaires ou de payer des militaires pour faire un coup d'État. Donc, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout plaisant. Moi, je suis choqué par ce qui se passe. Enfin, c'est une ingérence, j'allais dire, orale. C'est pas une ingérence militaire directe. Pour l'instant. J'espère que ça ne changera pas. Oui, et chez Gould. Non, ce qui est les Argentins ont voté, quoi. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense qu'il y a Donald Trump ne fait rien gratuitement. Quand Milei a été le 14 octobre à la Maison-Blanche accueilli par Donald Trump, je pense qu'il y a bien sûr toujours des discussions derrière les portes fermées. Et je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, il ne faut pas oublier que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a des origines cubaines, que pour lui, qu'il y a eu beaucoup de la diaspora d'Amérique latine qui ont voté pendant les élections de 2024 pour Donald Trump. Donc, en un sens, Trump a besoin de montrer aussi ses liens avec l'Amérique latine. Moi, j'ai l'impression qu'il y a presque quelque chose des États-Unis expansionnistes qui ne cache plus son jeu. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, qu'on voit récemment avec les pays que Richard Verly a très justement nommés, c'est en un sens en train de montrer presque que c'est pas juste les États-Unis d'Amérique. Le Canada peut être mon autre État, les autres pays du Sud, et donc il y a vraiment presque cet élan expansionniste. Et Trump ne veut pas partager. Il dit qu'il ne faut plus avoir de relations avec la Chine. C'est ce qu'il a mis dans la balance. La diplomatie, le comportement de Trump, on pourrait faire 12 émissions dessus, est épouvantable, condamnable sur tous les critères que nous reconnaissons habituellement. C'est pas contestable. Et oui, il a soutenu l'Argentine, et oui, ça a sûrement joué un rôle. Moi, je maintiens tout de même que les Argentins ont voté pour cet homme qui, encore une fois, a fait des tas de choses qui sont très désapprouvées par l'Occident et par beaucoup de gens qui considèrent que ce n'est pas la bonne politique publique. Moi, je crois qu'il faut, encore une fois, regarder ce qu'il fait. Il fait quelque chose qu'on fait rarement. Ça marche. Et puis, une dernière chose sur l'ingérence américaine. Regardez sur la Hongrie, il y a une élection qui se prépare, qui est très importante. Il est extrêmement probable, il a déjà fait tout ce qu'il fallait dans ce sens-là, que Trump va soutenir le sortant, c'est Viktor Orban.
les sondages laissent à penser, et moi je pense que celui qui gagnera, ce ne sera pas Orban, ce sera son opposant Magyar. Donc l'ingérence des États-Unis, le soutien des États-Unis ne suffit pas. Les opinions comptent quand même un petit peu. Si on est démocrate, on est obligé tout de même de la mettre, me semble-t-il. Je pose la question aussi, Richard Verly, de son style, encore une fois. Est-ce qu'il parle comme les gens aussi, Milei? Est-ce que ça, aujourd'hui, il faut le prendre en compte? C'est-à-dire les gens comprennent ce qu'ils disent, voilà. Il va déréguler le marché du travail, il a fait des réformes, il le dit clairement, sans embâche. Oui, mais dans ce que vous dites, Benjamin, il est compris par tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il parle comme tout le monde. Tout le monde ne parle pas comme Milei. En revanche, la manière, effectivement, dont il présente les choses, mais c'est comme Trump. Tout le monde ne parle pas comme Trump et tout le monde le comprend. Et c'est ça la grande... La brutalisation du langage, vous voulez dire? Absolument. Et puis surtout, la répétition permanente de quelques termes qui sont assénés. Quelques slogans simplistes. Voilà, exactement. Et puis la tronçonneuse. Alors, justement, vous parliez d'économie. N'oublions quand même pas ce qu'est l'État argentin. L'État argentin est un État qui a très mauvaise réputation au sein de la population argentine. C'est un État corrompu, kleptocrate, et bien évidemment, en s'attaquant à l'État, il ne s'attaque pas à un État, je dirais par exemple comme l'État français ou même comme l'État fédéral américain, il s'attaque à un État dont les Argentins eux-mêmes ont l'impression d'avoir été victimes. Il y a quand même une forme d'intelligence politique chez lui ou pas? C'est-à-dire que là, il a tendu la main aux opposants, il leur a dit « Ok, j'ai pas la majorité, donc on va faire ensemble ». Il a surpris. Oui, il a surpris, mais c'est là où je suis d'accord avec vous. Il y a quelque chose avec ces élections de dimanche qui ont été absolument surprenantes. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est pas qu'il fait quelque chose de bien. Moi, je ne pense pas que ces élections de mi-mandat en instance législative ont été pour Milei. Je pense qu'ils ont été contre les péronistes, c'est-à-dire un petit peu ce que Richard disait, contre les 20 ans passés de l'histoire de l'Argentine, et qu'en un sens, il n'y a pas vraiment d'opposition forte. Il n'y a pas d'alternative à lui. Il y a une alternative qui est un petit peu un recyclage de ce qui s'est passé dans le passé, dans les 20 dernières années. Donc c'est plutôt ça. Et là où je ne suis pas d'accord, où on dit que ce qu'il a fait pendant les 2 ans, ça marche, il ne faut pas oublier que Donald Trump, il est venu à un moment, quand même, les États-Unis avec son aide des 40 milliards, à un moment où l'inflation pouvait à nouveau basculer, où il y a eu quand même 200 000 personnes de chômage, je donne des faits, hein, vous me direz, où il y a l'éducation, l'avortement, la place de la femme, où a été réduit. Donc il était aussi à un moment où il était sur un bascule très faible. Donc ça ne veut pas dire que... Je ne suis pas certaine que dans 2 ans, sans le soutien des Américains, il pourrait être là où il est. Milei est un personnage complexe. Comme Trump, c'est un populiste. Comme on sait en Amérique latine, c'est presque la norme. Hein. Il n'y a pas beaucoup de politiciens distingués, charmants, qui se basent principalement sur le raisonnement hypothético-déductif. On s'en serait aperçu. Donc c'est une tradition latino-américaine. Bon, il semble que Mme Michelet au Chili était quand même tout à fait... Non, mais il y a des exceptions. Mais si vous voulez, la norme aux États-Unis, enfin, comment dire, en Amérique du Sud... Joli lapsus. Non, oui, pardon. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui la norme. Effectivement, ça ne l'était pas avant. Malheureusement, ça a changé. Mais en Amérique latine, on est assez à l'aise avec des comportements un peu extrêmes. Il est d'ailleurs frappé de corruption lui-même, d'affaires de corruption lui-même. C'est vrai. Non, mais je ne dis pas qu'il est responsable. Ça n'empêche pas que derrière, il y a aussi un économiste qui n'est pas un prix Nobel, mais qui raisonne, qui a endossé un certain nombre de théories. Vous trouvez facilement sur YouTube des petits films où il explique ce que c'est que l'économie libérale. On peut être pour, on peut être contre, mais il l'explique comme un bon professeur d'économie. Comme un bon libertarien. C'est un clown pour gagner les élections, mais c'est un libertarien, c'est un économiste libertarien qui s'est renseigné, qui a lu, qui a endossé ses doctrines et qui a finalement réussi à les vendre au peuple argentin. Alors, on passe à notre deuxième dossier d'actualité. Après l'Argentine, les désargentés, c'est un jeu de mots un peu crétin, nous, les Français, puisque débat autour... Ça dépend qui. L'État. Débat autour du budget 2026 sous haute tension à l'Assemblée nationale. Oui, faut-il taxer les riches pour sauver notre budget et éviter une de solutions, Richard Verly? C'est ça la martingale? Alors moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que la taxation des plus riches soit une solution. Je pense que c'est un débat nécessaire, qu'il y a un vrai sujet sur la concentration du pouvoir économique dans les mains de quelques milliardaires en France. Même le Financial Times récemment, dans une tribune, Simon Cooper, qui est un ancien correspondant, l'a évoqué. Ça, c'est un vrai sujet de débat. Que les riches doivent payer des impôts, c'est aussi un sujet de débat. Imaginez que c'est la solution au problème économique, structurel de la France, me paraît presque délirant. C'est intéressant parce que moi, je ne suis pas exactement du même avis. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'il y a une boîte de Pandore qui vient d'être ouverte et qu'il y a vraiment, je vois une polarisation en France que je n'avais pas vue avant, presque des luttes de classe qui disait un petit peu son nom avec les Gilets jaunes en 2018 et qui aujourd'hui devient presque, avec des mots assez durs, c'est-à-dire il faut une justice sociale, il y en a qui ont des privilèges et sinon il y a des précaires. Et donc ça, je trouve très dangereux. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas taxer mais de plus plus tout à fait les vrai, ultra-riches. des privilégiés et des précaires. Oui, non mais je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas surtaxer
ou bien taxer plus les ultra-riches. Je ne parle pas des riches, des ultra-riches. Un petit peu pour donner l'exemple des États-Unis, qui pour une fois peut être exemplaire. Les États-Unis, le moment où vous êtes né aux États-Unis, même si vous avez vécu que 2 mois, vous payez toute votre vie des impôts, y compris aux États-Unis. Bernie Sanders, qui était, bon, c'est vrai, le côté un peu socialiste des démocrates, gauche, lui, il pense qu'entre 5 et 8% de taxation doit être fait aux super riches, aux multibillionnaires qui sont aux États-Unis. L'État des États-Unis, d'où je suis, la Californie, en 2026, on va voter pour voir si le Silicon Valley, donc là où il y a tous les GAFAM, en un sens, devrait être taxé plus. Donc c'est un discours qui a sa place. Alors bien sûr, ça fait une opposition politique, un conflit politique en France. Écoutez, le PS qui met la pression sur le gouvernement pour obtenir des demandes fiscales, ces demandes fiscales. Est-ce qu'on est capable de dire que ceux dont le patrimoine et la fortune a été multiplié par presque 10 depuis 2000 peuvent faire un effort de justice fiscale, de solidarité nationale, au bénéfice de tous les autres qui passent leur temps à se serrer la ceinture? C'est simple. Sinon, vous censurerez? Écoutez, en tout cas, ça fait partie des hypothèses. Boris Vallaud, donc le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Philippe Magnière, il faut demander un petit effort ou pas, quand même? Boris Vallaud? Non. Parce que ce serait bien qu'il atterrisse, lui et son clan, quand même. Ça me paraît assez déraisonnable. J'aime bien Boris Vallaud, mais là, si vous voulez... On fait comme s'il n'y avait pas, déjà en France, tout un tas de politiques publiques qui sont faites pour réduire la disparité des revenus, etc. Vous savez qu'on est le pays le plus taxé de l'OCDE. Parfois, il y a un pays scandinave qui nous double pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais en gros, on est ceux qui taxent le plus dans le monde. Vous savez qu'avant redistribution, les inégalités entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches, c'est 18 fois. Et une fois que la redistribution a été faite, en France, c'est 3 fois. C'est très faible. Donc, moi, je veux bien... 12 millions de pauvres. Hein. Pardon ? Il y a quand même 12 millions de pauvres. Non, mais 12 millions de pauvres, vous savez comment on mesure la pauvreté en France? C'est une mesure de la dispersion. Il suffit de gagner moins de la moitié. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont dans le dénuement. Mais les 14% de pauvres ne sont pas tous dans le dénuement. Ils sont... Mais l'idée d'une solidarité... Mais la solidarité existe, c'est ça que je suis en train de dire, Elisabeth. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en rajouter. Mais je voudrais d'abord qu'on commence par acter qu'en France, elle est considérable. Après, faut-il une hyper-solidarité. Alors voilà, une hyper-solidarité. Faut-il en faire plus? Temporaire. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une augmentation très forte du patrimoine d'un très petit nombre de gens. Est-ce que, si on leur prend de l'argent, ça va favoriser beaucoup le sort des autres? Pas beaucoup. Regardez les rendements qui sont attendus de ces mesures, sans d'ailleurs imaginer un instant que les gens vont partir, ce qui, à mon avis, arrivera. C'est pas considérable. C'est 2, 3, 4 milliards. Ça n'a rien à voir avec les besoins du pays en termes de solidarité, ni d'ailleurs avec le déficit budgétaire qui est quelque chose comme 50 fois plus élevé. Donc, si vous voulez, vous avez le risque d'envoyer un très fort message que si on vient en France pour gagner sa vie, ou si on est français et qu'on veut créer sa boîte, on risque de se faire tondre et que donc il vaut mieux partir pour un bénéfice très faible dans le cadre d'un besoin qui n'est à mon avis pas du tout documenté. On fait déjà beaucoup de solidarité en France. Fanny Veil va vous prouver que certains parmi les très riches pensent le contraire. Et oui, à commencer par le patron de Doctolib, Stanislas Niox-Château, invité ce matin de France Inter. Je pense qu'il faut de la justice sociale. Et oui, je pense que ça ne sert à rien à des gens d'avoir autant d'argent pour vivre. Je pense que la philanthropie, elle est largement sous-développée en France. Comme lui, 3 patrons de la tech, Armand Tiberge, Jean-Baptiste Rudel et Marc Batty, ont signé une tribune dans la Tribune du Dimanche au sujet de l'idée d'une taxe Zuckman. Le titre, regardez, est très clair. Nous, entrepreneurs concernés par la taxe Zuckman, voulons contribuer. D'après eux, c'est une question de justice sociale, de cohésion nationale. Et puis, il y a les opposants aussi à ce type de taxation, notamment l'homme d'affaires Daniel Kretinsky, qui le fait savoir ce matin encore dans le Figaro. Voici ce qu'il dit: la taxe Zuckman envoie le message. Ici, on n'aime pas le succès. D'après lui, cette taxe tuerait en une seconde, ce sont ses termes, l'image dont bénéficie aujourd'hui la France, d'un pays ami de l'innovation et hospitalier des investisseurs. Qui a raison, Richard Verly ? Écoutez, moi je pense que le débat, encore une fois, il est légitime. Et le fait que ces entrepreneurs se disent prêts à contribuer, entrepreneurs plutôt jeunes, d'ailleurs en tout cas plus jeunes que Kretinsky, c'est très significatif. Mais la question qui m'était posée, c'est est-ce que c'est la solution ? Je ne le crois pas, parce que le problème structurel de la France, si vous prenez un peu de recul européen, c'est que l'État français dépense trop. Et que plus il dépense, moins il est efficace. En gros, c'est ça le sujet. Or, quel est le donnant-donnant ? Au fond, ce qu'il faudrait, idéalement, c'est dire à ces milliardaires ou à ces ultra-riches, on va vous prendre plus temporairement, mais nous, l'État, on va s'engager à se réformer pour être
plus efficace et pour faire en sorte que l'innovation soit encore plus performante en France. Ça, ce serait un vrai deal, un vrai donnant-donnant. Est-ce que c'est ce qu'on va voir à l'Assemblée lors de l'examen de la partie dépenses publiques ? Je le souhaite, mais au vu de ce que j'entends, j'en doute un peu. C'est vrai que ça serait surprenant de ne pas taxer ceux qui veulent être taxés. Non, en même temps... non, Philippe Manière, il n'est pas d'accord. Très brièvement, s'ils trouvent qu'ils ont trop d'argent, ils peuvent le donner. Moi, je suis très pour la philanthropie. On n'est pas obligé de créer un impôt pour leur donner satisfaction. Ils peuvent donner leur argent. Donc, je prends le mot de là et pour dire, en un sens, pour dire que moi, ce qui me surprend beaucoup en France depuis que je suis là, c'est le manque de philanthropie, au contraire. C'est que je trouve que comparé à l'Allemagne ou les États-Unis, la France ne fait pas assez de philanthropie et n'aime pas donner de philanthropie. C'est pourquoi on en parle depuis des semaines. Alors qu'on dit qu'on est généreux, vous dites qu'on est radin en termes de dons. Non, je trouve qu'en termes de philanthropie, vous êtes à moins 0 comparé aux autres pays comme l'Allemagne et comme les États-Unis. Et deuxième chose, je regardais un petit peu les chiffres, je suis désolée, dans le magazine Challenge, en 96, 500 plus grandes fortunes françaises étaient à quoi ? 6% du PIB. En 2024, ils représentent 42% du PIB français. Donc pourquoi pas, en un sens, puisque je suis d'accord avec Richard Verly, ce n'est pas la solution, mais d'essayer temporairement, pour utiliser un mot que Elisabeth vous avez utilisé, de faire ça. Pourquoi ça gêne autant pour les ultra billionnaires de donner un peu plus de l'argent ? De manière à vous dire que le temporaire, il dure. Ils ne seront pas. Mais c'est très intéressant. Ils ne seront pas enterrés avec leur argent. Alain Seul n'a pas de poche. Non, mais ça c'est vrai. Mais dans ce budget précisément qu'on est en train de discuter, comme vous savez, il y a, c'est apparu hier, la probabilité croit qu'on prolonge une surtaxe sur les grandes entreprises qui avait été vendue l'an dernier comme devant être temporaire. Et le nombre de trucs temporaires en France qui durent est considérable. Enfin, rappelez-vous, la vignette automobile, le Ramadier, la retraite des vieux, ça a duré la bagatelle de 60 ans. Elle a fini par être... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, la parole de l'État, malheureusement, sur ces sujets-là, quand l'État s'engage à ce que ça ne dure pas, il ne faut pas le croire. Et si on ne trouve pas de solution, ça va coûter encore des fortunes. Oui, d'autant que j'ajoute qu'il y a deux manières de lire les chiffres qu'a donné Aïchegoul. Soit on dit la richesse, désormais les plus riches ont de plus en plus de pouvoir dans la société, c'est 42%, soit on a une autre lecture, c'est parce que la société s'est appauvrie. C'est parce que la classe moyenne s'est appauvrie. Et pourquoi la classe moyenne s'est appauvrie ? Peut-être parce qu'il y a trop d'impôts, trop de charges sur les entreprises. Je ne dis pas que c'est une évidence, je dis qu'il faudrait se poser la question. Mais chez Goursat, vous ne dites pas quand même les Français sont toujours en train de tourner autour des mêmes thèmes, prendre aux uns, donner aux autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu... Moi, j'apprécie beaucoup le côté que les Français parlent de l'argent, parce qu'aux États-Unis, on parle de l'argent du petit déjeuner jusqu'à la tisane du soir. Donc en France, comme c'est un débat qui est assez tabou, j'ai l'impression qu'il y a une parole qui se libère au sujet de la taxation, de l'argent. Mais moi, ce qui vraiment que je vois comme danger, c'est vraiment ces extrêmes, c'est vraiment cette lutte des classes que je commence à voir de plus en plus. Et ce qui me fera vraiment mal au cœur en tant que journaliste étrangère, mais aussi en tant que personne qui vit ici et qui aime ce pays, c'est de voir une dissolution, ou peut-être une motion de censure. D'une dissolution à la fin de la semaine. Et je trouve que ça apportera une instabilité économique, politique et sociale à ce beau pays. Richard Verly. N'ayons jamais peur du peuple. Je ne souhaite pas la dissolution, je pense que c'est la dynamique politique qu'il verra, mais il n'y aurait rien de pire que de démontrer que le plus petit dénominateur commun des partis qui aujourd'hui soutiennent le gouvernement, c'est la peur du peuple. Ça, c'est terrible parce que ce sera exploité par d'autres. Merci. Je ne peux pas être plus d'accord. Eh ben voilà, écoutez, ça tombe bien parce que c'est le mot de la fin. Le temps qui vous était imparti est terminé. Et c'était passionnant et vif. Merci à tous les trois.